On enchaîne avec la deuxième opposition, M. le député d'Hochelaga-Maisonneuve, 14 minutes 48 secondes. Merci, Monsieur le Président. Salutations à Monsieur le ministre. Félicitations pour vos nouvelles fonctions. Salutations, évidemment, à tous ceux et celles qui l'accompagnent aujourd'hui. J'aimerais qu'on parle du RQAP. C'est un de mes dadas que j'aime beaucoup. J'en ai profité personnellement quand j'ai été un heureux père il y a quelques années de ça maintenant. Puis c'est un régime qui est quand même très apprécié des Québécois et Québécoises. Et en cette salle, il y a plus de 5 ans maintenant, j'avais discuté avec votre prédécesseur, l'ancien ministre de l'Emploi, le député de Trois-Rivières, d'un projet de loi. Donc en 2019, on a négocié un projet de loi, une réforme du RQAP qui a changé quelques éléments. Un des éléments qui était important là-dessus, c'est qu'on avait beaucoup de surplus, puis on voulait améliorer la présence des pères, que les pères soient plus présents auprès de leurs enfants. Tous les rapports disent que c'est une bonne chose, ça partage la charge mentale, ça implique le père plus tôt dans la vie de l'enfant, et les études démontrent qu'il va rester impliqué près de l'enfant tout au long de sa vie, plus il est dans la prime jeunesse de cet enfant-là. Or, le ministre avait inventé une espèce de manière de procéder où est-ce que si on forçait le partage du congé parental et qu'on rajoutait un petit bonus de plus 4 semaines, il espérait que ça ait un effet statistique sur la présence des pères. Moi, je plaidais plutôt à l'époque qu'il faudrait rajouter des nombres de semaines réservées aux pères. Or, le rapport de mise en œuvre du projet de loi est sorti il y a quelques mois, quelques semaines. Le projet de loi, donc 2019, c'était écrit dans la loi, on fait une mise en œuvre 5 ans plus tard, on y est. Et quand on regarde notamment la page 6, où est-ce qu'on fait l'analyse de cette mesure-là, c'est écrit la chose suivante. Toutefois, la durée moyenne de semaines de prestations prises par ceux qui les partageaient, on fait référence au père ici, est passée de 12 à 10,8 semaines entre 2006 et 2015, avant de se stabiliser à 11 semaines au cours des années subséquentes. Pas un effet intéressant du tout sur la présence du père. Puis quand on va un peu plus loin dans le rapport, à la page 20, au bas de la page 20, il y a un tableau avec les naissances, les adoptions. Moi, je me concentre sur les naissances et c'est les durées des prestations, les semaines prises dans les faits par les pères et les mères. Ça part de 2019, ça va jusqu'à 2023. Bien, les pères, ça n'a pas bougé bien. On part à 9,1 en moyenne de semaines utilisées par les pères jusqu'à 10,6 2023. Donc, un effet à toute fin pratique marginal. Est-ce que vous êtes donc en mesure de me faire le même constat que moi, que ça n'a pas fonctionné, le partage des semaines, tel que le ministre, votre prédécesseur, l'avait imaginé en matière de présence effective supplémentaire du père auprès des enfants? Monsieur le ministre. Bien, Monsieur le Président, mon collègue soulève un enjeu très important qui est celui du congé parental, plus particulièrement, disons, paternel. Moi, je suis d'une génération qui n'a pas pu totalement, autant qu'il l'aurait souhaité, bénéficier d'un congé parental paternel. Et on sait à quel point c'est crucial pour la famille, pour les enfants, pour la mère elle-même. Et moi, je pense que une société comme la nôtre avance graduellement. On va dans la bonne direction. Est-ce qu'on a atteint une situation optimale? Sans doute qu'on peut toujours faire mieux. Mais je pense que, comme société, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où nous sommes aussi généreux que nous le sommes dans des logiques de congés parentaux. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des améliorations ici et là? Est-ce que le partage est efficient? Est-ce qu'il est maximal? Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de mieux? Très certainement que oui. Mais moi, je vous dis, globalement, Monsieur le Président, je pense que nous sommes dans la bonne direction et nous sommes une des sociétés qui, dans le monde, est un leader. Ça n'a pas marché pour différentes raisons, Monsieur le Président. Ces chiffres que vous nous présentez, votre ministère, dans ce rapport-là, d'une part parce que les semaines réservées aux pères, si vous ne les prenez pas, elles disparaissent. C'est plus facile d'aller négocier avec son employeur pour dire, bien là, tu me donnes-tu mes 5 semaines? Si je ne les utilise pas, on les perd. Tandis que le congé partageable est partageable, bien sûr, entre la mère et le père. L'autre raison aussi, c'est que le partage forcé, le bonus de plus 4 dans le partage forcé, ça ne donne pas à toutes les familles de faire ça. Certaines l'utilisent, les statistiques le montrent, c'est bien correct, mais ça n'a pas un effet substantiel sur les chiffres. Donc, partagez-vous le même constat que cette mesure-là n'a pas, dans les faits, ajouté une présence plus soutenue du père auprès des enfants? Alors, Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour sa question, qui me rejoint beaucoup dans mon expérience de vie, et je sais à quel point ça fait partie de la réflexion de bien des couples avant d'avoir des enfants. On y pense. Moi, quand je vous disais à la base que nous sommes dans la bonne direction, on me partage des chiffres selon lesquels
la proportion donc des couples en partage est passée de 8 à 32 % à travers le temps. Donc, c'est quand même très significatif, cette augmentation-là. Est-ce que c'est suffisant? Peut-être pas. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Très certainement. Mais au risque de me répéter, je pense que, donc, et ça, récemment, là, de 2001 à aujourd'hui, autrement dit, c'est un pas dans la bonne direction que je salue. Encore une fois, j'ai vu ces chiffres-là aussi, M. le Président, mais ça n'a pas d'effet réel selon les propres rapports sur le nombre de semaines effectivement prises par le père. Il y en a des solutions, M. le ministre. Votre gouvernement a procédé il y a quelques mois à une 4e baisse du taux de cotisation du RQAP. 4e baisse depuis 2016. On se prive donc, c'était 315 millions de dollars pour 24. La projection pour 25, c'était 389 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent dont on s'est privé pour des baisses de cotisation que personne ne demandait. N'aurait-il pas lieu de faire, lors de des prochains surplus, parce qu'ils s'enlignent pour peut-être en avoir d'autres, des surplus, cesser? Pouvez-vous prendre l'engagement de cesser les baisses de cotisation et d'investir plutôt les surplus dans l'amélioration du régime, notamment dans les semaines réservées aux pères? Vous savez qu'on était précurseur en 2006 lors de la mise en place du régime. On commence à être un peu fin de peloton là, sur les semaines réservées aux pères. La plupart des pays de l'OCDE ont bougé vers 8, 9, 10, des fois 11 semaines réservées aux pères. On n'en a que 5. On a calculé à Québec solidaire que d'en rajouter 5, donc pour un total de 10, ça serait à peu près 200 millions de dollars annuellement, ce qui est la moitié des surplus qu'on projetait pour l'année prochaine. Y a-t-il pas lieu donc de dire « Ouais, c'est bon, on arrête les baisses de cotisation, puis les prochains surplus, on les mettra dans le régime, notamment sur les semaines réservées aux pères. » Bien, je remercie mon collègue pour sa question. Je ne peux pas m'avancer sur ces baisses de fonds, si ce n'est que pour vous dire que on a baissé de 13 % l'an passé les cotisations, et c'est quelque chose qui est très, très, bien sûr, apprécié des cotisants. Et les informations qui me parviennent sont à l'effet que les employeurs sondés également l'an passé par rapport à nos mesures les trouvaient très avantageuses, très progressistes. Encore là, c'est une manière pour moi, M. le Président, de vous dire qu'il me semble que comme société, nous progressons. Y a-t-il des améliorations potentielles à opérer? Très certainement. On ne vit pas dans un monde qui est parfait. Mais ceci étant dit, je pense que nous cheminons à bon rythme dans la bonne direction. Je terminerai cet échange sur le RQAP, M. le ministre, en vous disant qu'il y a un débat naissant au Québec sur le taux de natalité. Faut-il faire des mesures pour hausser le taux de natalité? Ça produit certains effets, des fois négatifs, dans les milieux des femmes, notamment les milieux féministes, qui ont l'impression qu'on était en train de reculer sur le contrôle du corps des femmes. Le RQAP, la bonification du RQAP, ça serait une mesure positive. Pourquoi les gens ont moins envie peut-être de faire des enfants? Bien, il y a le taux de chômage à 10 %, on en parlera tantôt. Les maisons coûtent très cher. Il y a l'éco-anxiété qui est dans le tapis. Mais si on avait des conditions positives pour avoir un enfant, comme le régime du RQAP, ça pourrait contribuer de manière intéressante au débat sur le taux de natalité. Je vous laisse dans votre besace de réflexion, Monsieur le ministre. Chers collègues, ceci étant dit, l'argent ne poussant pas dans les arbres, tout ça vient des travailleurs. C'est une réflexion globale qu'on doit avoir par rapport à la capacité de payer de l'ensemble de la population. On est d'accord là-dessus. Parlons du milieu communautaire. Ma collègue en parlait tantôt. Moi, je vais me concentrer sur un cas particulier qui m'est cher, qui est dans ma circonscription, qu'on vous a sûrement bien briefé à votre équipe là-dessus. C'est le Boulot Vert. Boulot Vert, son directeur, Jean-François Lapointe, est derrière nous, est avec nous ici en commission aujourd'hui. L'an dernier, avec votre prédécesseur, il était là aussi. On avait demandé si sa prédécesseur était ouverte à faire une rencontre. Elle avait dit oui, mais... Puis là, je ne lance pas de briques, mais la rencontre avait eu lieu dans le coin du corridor improvisé. Je vous reposerai une question plus formelle cette fois-ci. Seriez-vous ouvert, M. le ministre, parce que je sais qu'il vous a envoyé une belle lettre détaillant ses demandes il y a quelques semaines, à une rencontre en bonne et due forme avec M. Lapointe, quelqu'un de son CA, des gens de votre cabinet, mais vous, en personne, seriez-vous prêt à vous asseoir pendant une demi-heure, 45 minutes, une heure, vous gérez votre agenda, bien sûr, mais une vraie rencontre en bonne et due forme avec M. Lapointe de Boulot Vert. Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve, enfin, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, chers collègues d'Hochelaga-Maisonneuve, ça me ferait un immense plaisir que de pouvoir rencontrer, d'ailleurs le plus rapidement possible, M. Lapointe. Ce ne serait pas ma première rencontre du genre. Ceux qui me connaissent savent que j'essaie d'être le plus accessible possible. Je suis souvent
souvent à Québec, par contre. Il faut qu'il sache ça. Je suis ministre responsable de la région de Québec. Mais c'est pas grave. S'il est là aujourd'hui, c'est qu'il est prêt à se déplacer, visiblement. On prendra le temps qu'il faut pour se rencontrer, que ce soit à Québec ou à Montréal. Et je lève mon chapeau au travail formidable de député que vous faites en défendant les groupes de votre circonscription. C'est tout à votre honneur. C'est gentil, M. le ministre. Salutations aux collègues des autres partis aussi qui avaient parlé de Boulot Vert dans le passé. Je vous résume un peu la situation, puis je vous laisserai bien sûr discuter avec eux à la fameuse rencontre, mais il y a eu une espèce d'exercice, je peux le dire comme ça, de coupure l'an dernier. On avait réussi à sauver Boulot Vert avec un engagement de prolonger une des 2 subventions qui est fournie par le ministère. Malheureusement, cette année, on a eu la mauvaise nouvelle qu'il n'était pas possible de continuer. L'organisme, cela étant dit, s'est relevé les manches, a décidé d'aller bouger vers le financement des fondations, le financement extérieur, le financement privé, qu'on pourrait dire, avec un bon succès d'estime, un bon succès de terrain. Moi, j'étais là la semaine dernière, en fait, je ne sais pas si vous faites ça des fois dans vos circos respectifs, chers collègues, mais je suis invité à présenter ça fait quoi un député dans la vie, comment ça marche les élections, avec les jeunes qui sont là à Boulot Vert, qui font de l'ébénisterie. On part de la base, le municipal, le provincial, le fédéral, les élections, le contrôle au gouvernement, etc. C'est toujours extrêmement pertinent et enrichissant. Mais ils font des petits miracles, le Boulot Vert, en sortant... c'est aussi de la prévention de l'itinérance, vous le savez très bien. C'est des jeunes qui ont été parfois... qui sont sortis du système scolaire, qui ont perdu une certaine foi dans le système au sens large du gouvernement, de la société québécoise. Alors, si on a des organismes comme Boulot Vert, d'insertion, de formation, qui leur tendent la main, qui les accueillent, qui leur donnent un sens de la communauté, une éthique de travail, des notions de citoyenneté aussi, mais je ne pense pas que c'est des investissements qui sont perdus. Bien au contraire, c'est des investissements qu'on fait sur la personne, sur le jeune, pour en faire un travailleur, un citoyen modèle, puis aussi pour prévenir une situation d'itinérance potentielle qui va coûter, disons-le, à la société beaucoup plus cher à la fin de l'exercice. Oui. Alors, Monsieur le Président, je suis très sensible à ce que soulève notre collègue. C'est jamais agréable de voir un groupe de notre comté qui éprouve des difficultés financières. Je commencerai par la base, puis en tout respect pour le travail que fait Boulot Vert, puis sous réserve des discussions que nous aurons ensemble plus tard, puis je suis pas un expert de Boulot Vert, je suis encore moins un expert de votre écosystème communautaire, donc je m'avance prudemment en vous disant qu'essentiellement, si on reprend l'essentiel de l'opération, on a grosso modo 400 oses. Parmi ceux-là, à peu près 50 de ceux-là se retrouvent sur le territoire montréalais, ce qui est tout à fait normal. Et ce qui est important pour l'État québécois, c'est de pouvoir, et le ministère de l'Emploi en particulier, de pouvoir harmoniser l'achat de services en fonction des besoins qui existent sur son territoire. Ces besoins sont mouvants, et ils ne sont pas figés dans le temps. Et il faut voir aussi, donc, dans cet écosystème, est-ce qu'il y a duplication de services? Comment on ne peut pas optimiser, finalement, pour les gens qui sont à la recherche d'emploi, qui ont besoin de secours en matière d'employabilité, qui veulent peut-être entrer dans une entreprise d'insertion du travail? Quelle est la meilleure des solutions? Je vous donne un exemple, puis je ne veux pas parler à travers mon chapeau, mais si, admettons, Boulot Vert est à 1 minute ou 5 minutes de marche d'un autre organisme qui fait à peu près la même chose, est-ce qu'il n'y a pas possibilité de consolider finalement? Merci. Voilà. Il reste à peu près 1 minute peut-être pour une autre question. Monsieur le ministre, on aura peut-être le temps d'y aller plus en profondeur, mais justement, votre prédécesseur avait mis sur pied un fonds de fusion. Êtes-vous en mesure de nous dire combien de gens ont appliqué et comment avez-vous dépensé? C'était 5 millions de mémoire, le fonds de fusion. Je n'ai pas cette information sur le bout des doigts, mais avec votre consentement, je pourrais demander à M. le ministre de pouvoir vous donner cette réponse très précisément. Malheureusement, je sais qu'il y en a 2 organismes dans ma circonscription qui ont fusionné. Ça a donné bien, il y avait une direction qui partait à la retraite, une mission similaire. Oui. Ce qui est arrivé, par contre, dans le temps qui me reste, M. le Président, c'est qu'à la seconde où la fusion a eu lieu, les téléphones commençaient à sonner de la part d'Emploi Québec pour commencer à couper. Alors, ce n'était pas un exercice de rationalisation pour dire on va mettre en commun des ressources. C'était un exercice de coupure. Alors, le mot s'est passé dans les organismes qui ont dit « Oh boy, faites attention parce que si vous fusionnez, au détour, le gouvernement vous attend, ils vont commencer à vouloir couper des affaires. » Bien, en tout respect, M. le Président, j'entends ce que dit mon collègue, mais on n'est pas dans une logique de scie tronçonneuse, là.
pas du tout. La logique de l'action du gouvernement du Québec, c'est d'être adapté aux besoins du milieu et on injecte les services en conséquence. Merci. C'est le bloc d'échange avec